diciamo, l'economista principale, è nato nel 1949, dunque ciascun libro che scrive desta un ampio dibattito in vari paesi e in Italia a me sembra che occorra che ci sia un lancio, anche un dibattito intorno ai suoi libri, che c'è un interesse fra gli economisti, ma i suoi libri hanno una portata molto più ampia, quindi i suoi libri possono interessare moltissimi, come già accade in tutti i paesi, e per questo che forse l'operazione editoriale anche da condurre intorno ai suoi libri può essere quella di un certo lancio, di un certo dibattito qui in Italia. E anche quando è uscito un suo precedente libro dall'editore Marsilio, io l'ho invitato, ma siccome evidentemente è impegnatissimo, è più facile avere qui un capo di Stato che Alain Menck. Sono molto contento che sia venuto all'interno di questo laboratorio, perché qui non è un congresso questa sera, sono basi in congresso, siete laboratoire, ma forse è un modo anche di incominciare. Ha fatto alcune interviste oggi, noi facciamo una ripresa in video per e quindi poi inseriamo in un film e facciamo un video anche a sé stante. Allora, l'ultimo libro è questo, si chiama La sindrome finlandese, le syndrome, dunque in francese la sindrome finlandese, è uscito da poco, quest'anno, nel mese di febbraio in Francia, è uscito quindi prima delle elezioni. Fra l'altro non so se nella sua conferenza vi sarà un eco delle elezioni francesi, che sono state molto seguite dalla stampa italiana, anzi la stampa italiana si interessava poco alla Francia, ma si è interessata molto di più in questi giorni e in queste settimane, anche diciamo nelle ultime ore, se Chirac ha accettato, se non ha accettato, se Lucanier si è ritirato oppure no, e se Mitterrand è contento con questi ministri, e quali sono... L'italianisation della politica française. Voilà. Ecco, allora, dunque, diciamo che c'è un approccio, no, qui all'economia, alla politica, che è eminentemente culturale. Questo emerge da questo libro, come anche dagli altri libri. Qualsiasi questione che, diciamo, dai politologi o dagli economisti viene trattata in un modo disciplinare, qui è trattato in un modo eminentemente culturale. Il libro è per quanto tratti argomenti difficilissimi, è molto accessibile e molto chiaro. Allora io sono molto contento che Alain Menck si trovi qui con noi per questo laboratorio e quindi spero anche che venga in qualche occasione in cui c'è un congresso. Noi abbiamo dovuto stabilire la data di questo laboratorio secondo le esigenze di Alain Menck e quindi mi pare che possano esserci alcuni esiti, alcuni effetti anche nei termini del laboratorio. Allora gli passo volentieri la parola. Merci. Vous me pardonnerez de parler le français, mais nécessité fait loi. En exergue d'une réflexion sur l'avenir de l'Europe, je mettrai une phrase de Raymond Aron qui a dit un jour « L'Europe ne saura pas compter de l'histoire, de la grande histoire ». Et en effet, me semble-t-il, ce qui n'est pas en soi un drame d'ailleurs, l'Europe sort à pas compter de l'histoire. Alors pour en venir à cette conclusion qui est la même que celle formulée il y a une dizaine d'années par Raymond Aron, j'essayerai de définir ce qui me paraît être les tendances lourdes, incontestables et certaines qui pèsent sur le développement européen à terme d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. De voir ensuite comment notre avenir s'articule autour du destin allemand, ce qui n'est d'ailleurs là que le retour d'une vieille loi de la stratégie et de la réalité géographique,
et enfin d'esquisser à partir de cette rencontre entre des certitudes et une interrogation sur l'Allemagne, les 3 ou 4 scénarios plausibles, étant entendu que des scénarios sont par nature des corps chimiquement purs, et que comme tout corps chimique, ils sont bien évidemment destinés à se mélanger. Mais au moins cela peut-il servir de point de référence. Tendance lourde donc, et j'en prendrai 4. Une tendance lourde stratégique, une pesanteur stratégique, une pesanteur démographique, une pesanteur économique, et enfin, là le mot pesanteur me paraît moins certain, une probabilité sociétale, je crois. C'est toute la différence entre une pesanteur et une probabilité, me semble-t-il. Alors la pesanteur stratégique. La pesanteur stratégique tient au fait que depuis 40 ans, l'Europe a connu la paix parce qu'elle vivait dans le confort nucléaire. Et que de ce point de vue, cette période a été absolument extraordinaire, puisque la mécanique de la dissuasion entre les deux grands assurait complètement la paix en Europe. Or aujourd'hui, nous sortons de cette réalité et nous sommes en train peu à peu d'entrer dans un âge post-nucléaire. Alors non pas post-nucléaire au sens des rêves de la guerre des étoiles qui aboutirait à bannir le nucléaire, mais post-nucléaire au sens d'une évolution conceptuelle qui fait qu'on ne peut plus penser la stratégie et la sécurité dans les termes classiques du débat nucléaire. Pourquoi? Bon, premièrement, l'équilibre nucléaire classique a disparu. Ou plus exactement, la dissuasion telle qu'elle fonctionnait, c'est-à-dire la capacité des Américains d'engager leurs forces stratégiques pour la défense de l'Europe, a disparu le jour où les Soviétiques ont atteint la parité stratégique. Et Kissinger, que l'on n'écoute plus à force de trop l'entendre, l'a dit très clairement, et l'a dit dès 1979. Il a dit « Les Américains n'engageront jamais leurs forces nucléaires stratégiques pour la défense de l'Europe. Ces forces nucléaires stratégiques ont comme seule fin de servir à la défense du territoire américain. » Et de ce point de vue, le découplage, ce qu'on appelle le découplage, c'est-à-dire l'incertitude sur l'engagement des forces nucléaires stratégiques pour la défense de l'Europe, est apparue une plausibilité le jour où l'arsenal soviétique a rejoint l'arsenal américain. Deuxième élément de ce basculement, donc une moindre certitude sur l'emploi des forces nucléaires américaines. Deuxième élément de ce basculement, la seule force nucléaire indépendante en Europe, qui est la force française, puisque la force anglaise est une force supplétive de la force américaine, aujourd'hui vit sur une doctrine d'usage complètement illusoire. La force nucléaire française a été bâtie sur le principe de la dissuasion du faible au fort, qui consistait dans une espèce de prurite nietzschéen à dire aux soviétiques, si vous franchissez la frontière française, je vitrifie Leningrad, quitte à ce que vous vitrifiez la France. Ou si vous attaquez Paris, j'ai suffisamment de capacité nucléaire pour provoquer sur l'Union soviétique des dommages tels que vous ne le ferez jamais. Or, ce raisonnement était basé sur ce qu'on appelle la stratégie anticipée. On échangeait potentiellement des pertes dans les populations. L'évolution des technologies nucléaires a fait qu'aujourd'hui, du côté des grands, c'est-à-dire des soviétiques et des américains, et donc pour ce qui nous concerne, nous Européens, de la menace soviétique, les forces nucléaires maintenant sont utilisées dans une stratégie anti-force. C'est-à-dire que les soviétiques peuvent lancer une attaque nucléaire sur les silos du plateau d'Albion dans le sud de la France, où sont stockées les têtes nucléaires françaises, qui soit une attaque nucléaire tellement propre qu'elle fasse disparaître le site et qu'elle tue à proximité 2 chèvres et un chien, mais pas plus. À partir de ce moment-là, jamais un chef d'État ne prendra le risque de vitrifier la France en répondant à une attaque anti-force par une attaque anti-cité. Et d'ailleurs, pour répondre à cette impossibilité, les chefs d'État français appuient sur la pédale démiurgique et nietzschéenne qui consiste à dire « mon caractère est tel que je suis prêt à le faire ». Ceci est absurde.
Et en fait, à terme, la force de frappe française perdra sa crédibilité. Troisième élément de cette évolution stratégique, notre paix a été basée sur la coupure, sur le fait que même s'il y avait une guerre classique, les Américains étaient capables d'y répondre par une guerre nucléaire. Or, de ce point de vue, aujourd'hui, le continuum des forces qui ne cesse d'apparaître entre les forces conventionnelles, les forces dites intelligentes, les forces chimiques, les forces nucléaires tactiques, les forces stratégiques, fait qu'on peut tout à fait envisager un conflit qui s'arrête sans atteindre le seuil du nucléaire. Or, nous sommes de ce point de vue-là dans un rapport d'inégalité formidable, et la vieille équation qui consistait à dire que c'est par le nucléaire que nous rattrapions notre handicap dans les forces stratégiques est aujourd'hui en train de disparaître. Quatrième élément, qui est le plus à la mode, le plus incertain aujourd'hui, mais le plus probable demain, l'irruption de la guerre des étoiles, c'est-à-dire de la sanctuarisation éventuelle de tout ou d'une partie du territoire américain, qui fait qu'à partir de ce moment-là, les Américains seront encore moins tentés d'intervenir pour la défense de l'Europe. Cinquième élément essentiel, l'évolution de la doctrine stratégique soviétique, dont on a vu les dernières péripéties depuis l'avènement de M. Gorbatchev, et ceci a abouti à une doctrine beaucoup plus souple, beaucoup plus intelligente, ce qui est terrifiant pour nous, car il n'y a rien de plus inquiétant pour l'Europe occidentale que d'avoir en face d'elle des dirigeants soviétiques intelligents. Les momies qui précédaient Gorbatchev étaient une sécurité. Là, nous avons affaire à un dirigeant qui a été capable d'accepter l'option zéro des Américains, c'est-à-dire de nous mettre dans une position où les Pershing seraient retirés et où donc le découplage Europe-États-Unis, qui est le vieux rêve soviétique, serait réalisé. Dernier élément, qui n'est pas militaire, mais qui est sociétal, l'évolution même de la société américaine. Les États-Unis ont toujours été culturellement isolationnistes. Ils ne sont entrés dans les 2 derniers conflits mondiaux qu'à leur corps défendant. Aujourd'hui, le basculement américain de l'ouest, de l'est vers l'ouest, l'apparition du Sun Belt, l'hispanisation croissante des États-Unis, le poids décroissant des WASP, le poids de plus en plus faible des relations, en tout cas économiques, avec l'Europe, au regard des relations croissantes avec le monde pacifique, ceci signifie qu'il n'y a pas dans la société américaine de ressort interventionniste. Or, les stratégies n'existent pas en elles-mêmes, indépendamment de cette toile de fond et de cette profondeur que leur donnent les sociétés. Et de ce point de vue, l'évolution de la société civile américaine ne peut aller que dans le sens du découplage. Donc, une pesanteur qui va vers une Europe, en fait, peu ou mal défendue. Peu ou mal défendue, aussi bien par les États-Unis que par ses propres moyens, et en particulier ses propres moyens nucléaires. Ceci est fondamental par rapport à ce que je dirais ultérieurement de l'évolution de l'Allemagne, car dès qu'on dit stratégie, on parle évidemment Allemagne. Il n'y a de destin stratégique de l'Europe qu'à travers l'évolution de la question allemande. Voici pour la première pesanteur. Deuxième pesanteur, à terme de 20 ou 30 ans, elle aussi assurée, la pesanteur démographique. Alors peut-être que les Européens se remettront un jour à faire des enfants. Le miracle démographique, cela existe. Ainsi, en France, le baby-boom ne date pas de l'après-guerre, il date de 1942. C'est-à-dire que c'est au plus fort de l'occupation allemande que les Français se sont remis à faire des enfants. Ce sont là les mystères que les sciences sociales n'ont jamais percés de la démographie. Mais, même si, par un coup de baguette magique, les Européens se mettaient à faire des enfants, la structure démographique de l'Europe est désormais fixée pour 30 ans. Or, quelle est cette structure démographique ? C'est une population qui baisse. Et c'est une population qui baisse puisque nous sommes maintenant depuis 15 ans, vous comme nous, dans une situation où le taux de fécondité ne permettra plus le renouvellement des populations. Il faut autour de 2,1 enfants par femme pour que la population se renouvelle, et nous sommes en dessous.
Les Français sont à 1,8, les Italiens sont à 1,6 et les Allemands sont à 1,3. C'est-à-dire un effondrement démographique, et un effondrement démographique particulièrement marqué du côté allemand. Quelles sont les conséquences sur 20 ou 30 ans de cet effondrement démographique? En premier lieu, la substitution à la vieille lutte de classe de la lutte des générations. Les tensions entre actifs et inactifs deviendront insupportables. Pourquoi? Parce d'une part, le système économique ne pourra plus, ou pourra de plus en plus mal, financer les retraites. Dans mon pays, et je crois que la situation est la même en Italie, pour que les retraites puissent être payées dans 15 ans, il faudrait augmenter les cotisations de 60%. Les cotisations de retraite devraient être augmentées de 60% pour maintenir les retraites en l'état. Inacceptable, inimaginable pour les actifs. Deuxièmement, les dépenses de santé sont pour 50% des dépenses hospitalières, pour ces 50% de dépenses hospitalières, pour les 4/5e des dépenses de maladies graves, et pour les 4/5e de ces maladies graves, des dépenses liées à la population âgée. L'emballement des dépenses de santé est inhérent au vieillissement de la population. De sorte que lorsque nous avons de grandes discussions les uns et les autres sur l'avenir de l'État-providence et sur les moyens de contenir ces dépenses, nous oublions cette réalité fondamentale qu'est que le vieillissement de la population entraîne automatiquement une augmentation des prélèvements, et des prélèvements sociaux. Alors peut-être peut-on compenser cette montée des prélèvements sociaux par une baisse des dépenses de l'État. Mais à ce moment-là, on entre dans une autre conséquence que nous n'avons pas encore assez pensé les uns et les autres, mais qui sera patente sur les 10 ou 15 ans qui viennent, qui est la paupérisation des États. Et les effets dans la relation entre l'État et la société de leur paupérisation. Troisième élément lié à l'effondrement démographique, le vieillissement entraîne la sous-productivité. C'est là une vérité classique. Et il n'y a jamais eu d'exemple dans l'histoire de grandes périodes de croissance économique avec une population en décroissance. Jamais. Il n'y a aucune raison que ça change. Dernier élément de cet effondrement démographique, le problème des flux démographiques entre le sud et le nord de la Méditerranée. C'est un fantasme idiot que le vieux fantasme isolationniste qui disait il y a tant de milliards d'habitants dans le tiers-monde, ils vont envahir l'Europe. Ceci est une absurdité. En revanche, ce que tous les démographes savent, c'est qu'il y a des flux démographiques dès lors qu'on est entre pays mitoyens. C'est ce qui se passe entre le Mexique et les États-Unis, phénomène auquel les États-Unis, avec leur formidable capacité d'absorption, répondent par l'hispanisation de leur propre société. C'est ce qui se passe et continuera de se passer entre le pourtour sud de la Méditerranée et l'Europe occidentale. Il y aura un phénomène de déversoir inévitable qu'aucune mesure de cadre réglementaire dans un système démographique ne peut empêcher. Et donc, une Europe vieillie à population décroissante aura à traiter le problème de plus en plus difficile d'une immigration croissante. Or, quand on compare la situation Europe, sud de la Méditerranée, à la situation États-Unis-Mexique, il apparaît deux différences majeures. La première, c'est qu'il est probable que les habitants du sud de la Méditerranée sont plus difficiles à assimiler que les Mexicains, pour des raisons culturelles, d'une part. Et d'autre part, il est probable que nos sociétés européennes sont beaucoup moins douées pour faire de l'assimilation que la société américaine. De sorte que nous répondons par une capacité assimilationniste plus faible à un problème d'assimilation plus difficile. Et là, il y a, sur la structure même de la société européenne, un vrai risque. Troisième pesanteur lourde à long terme, la pesanteur économique. Alors, de ce point de vue, il ne faut pas surpondérer l'inquiétude, mais il faut bien voir que l'économie européenne se rétrécit au regard de l'évolution des États-Unis et de l'évolution pacifique. Pourquoi, depuis 10 ans, la part et que le poids économique de l'Europe dans le monde se restreint,
alors que jusqu'en 1972-73, il avait cru, pour une raison tout à fait simple, c'est que depuis 1972-73, c'est-à-dire depuis l'entrée dans une période de non-croissance, nous avons distribué un excès de pouvoir d'achat incroyable. En France, le pouvoir d'achat a augmenté, et la France est presque le cas extrême dans cette affaire, le pouvoir d'achat a augmenté depuis 1973 de 25%. C'est-à-dire qu'il a augmenté depuis le début de la crise autant qu'il avait baissé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant ce temps, aux États-Unis, le pouvoir d'achat a augmenté de 5 à 7%. C'est-à-dire que, ayant distribué 20% de plus, nous avons investi moins, nous avons fait moins de recherche et nous avons un outil de production en moindre état de marche. Et là, notre peau de chagrin économique n'est que la mesure de la contraction, d'une contraction de nos capacités de production liée à l'excès de pouvoir d'achat. À trop distribuer du pouvoir d'achat, nous avons fortement réduit nos capacités d'investissement. Par là ou par là? Je le rapproche? Nous avons fortement réduit nos capacités d'investissement et réduisant nos capacités d'investissement, nos capacités de création de richesse. Deuxième élément de cette toile de fond économique, l'Europe n'est pas une entité économique. C'est un fantasme de le croire. L'Europe n'est qu'une zone marchande où s'échangent les produits, mais où ni les capitaux, ni les hommes, ni les facteurs de production ne s'échangent. Or, tout industriel sait qu'un espace économique est un espace où vous allouez librement les hommes, les facteurs physiques de production et les capitaux. Et de ce point de vue, l'Europe n'est rien d'autre qu'une simple zone de libre-échange. Alors certes, nous voyons enfin apparaître dans nos pays, et l'Italie de ce point de vue-là est à certains égards un précurseur, une formidable resurgence capitaliste. Une resurgence de l'esprit d'entreprise sans précédent en Europe. Et cette resurgence se manifeste pas seulement chez vous, elle commence à se manifester en France, et elle se manifeste pour une part dans le sud de l'Allemagne, car ce qui est intéressant, c'est que le dynamisme capitaliste est aujourd'hui un phénomène héliotropique, c'est-à-dire qu'il ne se passe que là où il y a du soleil. L'Allemagne bascule de la Ruhr à la Bavière, l'Italie devient un modèle économique, l'Espagne impressionne, la France bascule elle-même du nord au sud de la Loire, et ceci pour une raison extraordinairement simple, c'est qu'il s'agit d'un capitalisme post-industriel, d'un capitalisme de service et d'un capitalisme dont les acteurs sont des cadres et où la matière grise est prédominante. Et les cadres ont des aspirations très simples qui sont l'eau, le soleil et le tennis. Et que vous ne faites pas aujourd'hui, et ça je le vis comme industriel, vous n'implantez pas un centre de recherche ou une société de matière grise au pied des terrils du Nord. C'est tout à fait évident. En revanche, vous l'implantez à côté de Nice, quand vous êtes français, ou à côté de Toulouse. Donc, il existe une formidable résurgence capitaliste. Mais cette formidable résurgence capitaliste bute sur ce qu'on pourrait appeler les corps morts de la bureaucratie. Nous vivons avec d'immenses bureaucraties, les uns et les autres, qui sont en train de se décomposer par l'intérieur, de se paupériser, de se clochardiser, mais qui continuent à exister, qui prélèvent une part importante du revenu national et dont on ne voit absolument pas comment elles disparaîtront. Elles ressemblent à une espèce de granit social qu'entame peu à peu, pour poursuivre la comparaison, l'acide budgétaire, mais à un rythme extraordinairement lent, de sorte qu'une bonne partie de notre dynamisme économique est absorbée par le financement de ces immenses bureaucraties. En France, aujourd'hui, un tiers de la population active est de statut bureaucratique. C'est énorme. C'est énorme car en réalité, il y a là un prélèvement sur la capacité de création de richesse tout à fait considérable. De sorte que les effets dynamiques qui sont en train d'apparaître, pour une part, sont absorbés et perdus par le poids de nos rigidités, c'est-à-dire de notre incapacité de mettre en cause nos bureaucraties. C'est là un handicap économique que n'ont ni les États-Unis ni les pays du Pacifique.
Quatrième élément, tendance lourde, et là, j'ai employé le mot plausibilité et non pas le mot pesanteur, car il s'agit de l'équilibre social, et qu'en matière d'équilibre social, les prévisions à 15 ou 20 ans sont bien aléatoires. Ce qui est aujourd'hui frappant, et ce qui paraît durable, c'est que nos sociétés sont en train de s'organiser avec deux tensions simultanées. D'une part, une tension vers l'individualisme, l'autonomie, la créativité, le mouvement et l'efflorescence de la société civile, qui ont pour répondant le marché quand il s'agit d'espace économique et toutes les formes de créativité en dehors de l'espace économique. D'autre part, et on retrouve là les bureaucraties dont je parlais, la montée des corporatismes, la rigidification croissante, l'immobilisme. Et on voit dans la même société les deux phénomènes se produire en même temps. Il y a plus d'individualisme et il y a plus de corporatisme. Il y a plus d'autonomie et il y a plus de bureaucratie. Il y a plus de marché et il y a plus de corps morts. C'est un étrange système et ça crée une étrange tension sociale, puisque la société, dans sa liberté, est obligée de contourner ces bureaucraties et de contourner ces corps morts. De sorte que se crée un modèle que je qualifie d'hédonisto-corporatiste. Une tension hédoniste, une tension corporatiste. C'est un équilibre social qui n'est pas très simple et qui n'est pas tout à fait garanti. De ce point de vue, c'est une des raisons qui fait que je crois que paradoxalement, le modèle du XXIe siècle sera donné par les pays latins et non pas par les vieilles social-démocraties rigides du nord de l'Europe. De ce point de vue, les sociétés latines, vous, l'Espagne, la France relativement, sont des sociétés radeaux. C'est-à-dire que les planches bougent, mais que le navire arrive à peu près à survivre. À la différence d'une société comme l'Allemagne, qui est beaucoup plus une société, pour prendre une même comparaison, une société brise-glace. L'Allemagne passe ou se brise. Elle n'a rien d'un radeau. Or, et c'est là que je rejoins à nouveau la stratégie et les enjeux stratégiques, ces sociétés-là, ces sociétés radeaux, sont des sociétés plutôt heureuses, à la limite assez équilibrées, mais ce sont des sociétés astratégiques. Ce sont les sociétés les plus mal à même de se défendre face à la pression diffuse et lancinante de notre adversaire, c'est-à-dire l'Union soviétique. Pourquoi ? Parce que ce sont des sociétés extrêmement chaudes, au sens de Lévi-Strauss, alors que la société soviétique est une société froide. Et que la différence, sur le plan stratégique, entre une société chaude et une société froide, c'est le temps. La société froide a le temps devant elle, alors que la société chaude n'en a pas. Or, en univers nucléaire, le temps est à la stratégie nucléaire, ce que l'espace était à la stratégie conventionnelle. L'espace était la profondeur sur laquelle s'exerçait la pensée d'ailleurs clausewitzienne en matière de stratégie. En matière nucléaire, l'équivalent de l'espace, c'est le temps. Or, notre société ne dispose pas de l'équivalent face aux sociétés froides de l'Est, qu'est le temps, c'est-à-dire de cette formidable profondeur stratégique qui joue au seul avantage de l'Union soviétique. De ce point de vue, des sociétés hédonisto-corporatistes sont des sociétés frêles, fragiles, nerveuses, tendues, et donc desservies par cette absence de profondeur temporelle, qui permet à l'Union soviétique de poursuivre depuis 40 ans sans barguigner le même objectif, qui est non pas d'envahir l'Europe, mais de la séparer des États-Unis pour qu'elle devienne une espèce d'appendice astratégique de son propre empire. Alors ces quatre pesanteurs se jouent autour de l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne ? Pourquoi l'Allemagne ? Parce qu'il n'y a jamais eu de question européenne. Il n'y a bien sûr eu qu'une question allemande. Alors, cela étant, le préalable à tout propos sur l'Allemagne est de marquer très clairement l'admiration qu'on doit avoir pour la manière dont l'Allemagne a vécu avec une formidable tempérance démocratique la situation absurde et surréaliste qui est la sienne depuis 40 ans. Cela dit, l'Allemagne aujourd'hui retrouve sa place dans l'histoire, et sa place dans l'histoire, elle n'est pas à l'ouest, elle n'est pas non plus à l'est, elle est au centre, c'est-à-dire au cœur de ce qu'on appelle la Mitteleuropa. L'Allemagne est une réalité de la Mitteleuropa, et aujourd'hui, l'Allemagne reprend sa place au cœur de la Mitteleuropa. Comment cela se manifeste-t-il ?
par l'imbrication croissante des sociétés civiles, d'abord entre Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est, mais pas seulement entre Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est, entre Allemagne de l'Ouest et ses pays d'influence classique, la Hongrie, l'Autriche, bon évidemment, l'Allemagne de l'Est bien sûr, la Tchécoslovaquie et la Pologne. Alors l'imbrication des sociétés civiles d'abord entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne, elles sont permanentes, à travers les échanges, les visites, les églises qui se sont quasiment réunifiées, les phénomènes culturels qui sont désormais totalement unitaires, les médias. Extraordinaire symbole, le gouvernement de Pankov a câblé Dresde parce que les habitants de Dresde n'arrivaient pas à recevoir la télévision d'Allemagne de l'Ouest et qu'ils ont réussi à manifester une pression sociale tellement forte que même en Allemagne de l'Est, il a fallu répondre à cette demande de la société. N'oubliez pas l'extraordinaire schizophrénie des Allemands de l'Est qui vivent la journée en régime communiste et qui, à partir de 8 heures du soir, regardent la télévision d'Allemagne de l'Ouest. Les églises, phénomène extraordinaire, l'imbrication des églises aujourd'hui. L'église luthérienne est totalement unifiée. C'est devenu une des zones de plus grande porosité entre l'Est et l'Ouest. Le système économique, n'oubliez jamais que l'Allemagne de l'Est est le membre caché de la communauté économique européenne, puisque c'est produit entre librement en Allemagne de l'Ouest et donc librement en Europe, et qu'on voit se recréer des phénomènes de sous-traitance qui fait que les concerns allemands actuels utilisent comme sous-traitants leurs anciennes usines nationalisées en zone soviétique en 1945. Les liens économiques d'ailleurs n'étant pas l'essentiel. On voit dégrader le même phénomène se produire hors Allemagne de l'Est avec les autres pays des démocraties populaires. Et il suffit pour ça de regarder la presse allemande, de regarder la place qui est consacrée aux démocraties populaires, de regarder les visites, de regarder aujourd'hui des choses aussi extraordinaires que la restauration de toutes les églises, de tous les châteaux de Poméranie, avec des crédits allemands et des inaugurations faites simultanément par l'ancien châtelain, le secrétaire du Parti communiste local et l'évêque. Il y a une imbrication que nous, ni vous ni nous ne sentons, qui n'est que l'ordre normal des choses. L'Allemagne retisse ses liens dans la Mitteleuropa. Alors ceci va de pair, et ça a une grande influence stratégique, avec un anti-américanisme croissant. Les dernières manifestations de masse en Allemagne ont toujours été anti-américaines. Au moment de la visite de Brejnev, la seule manifestation qui a eu lieu, alors que dans les autres pays d'Europe, quand un dirigeant soviétique vient, il y a 3 ou 4 manifestations symboliques quand même d'antisoviétisme, la seule manifestation au moment de la visite de Brejnev a été une manifestation anti-américaine. De sorte qu'aujourd'hui, sur le spectre politique allemand, on voit monter une tendance à l'autonomie. À gauche, à travers, chez les Verts, dans le SPD, à travers une réaffirmation de l'os politique et le refus de la nucléarisation. À droite, jusqu'à la CSU, à travers une résurgence de nationalisme et d'anti-américanisme qui fait qu'aujourd'hui, un des tenants les plus forts du rapprochement avec l'Est est Franz Josef Strauss. De sorte qu'aujourd'hui, l'Allemagne vit avec une double tension. Il n'est pas question de dire qu'elle va distendre ses liens à l'Ouest, mais elle vit avec des liens à l'Est qui sont en train de devenir aussi forts que ses liens à l'Ouest. Et ceci en 15 ans. À partir de ce moment-là, 2 évidences apparaissent. Première évidence, tous nos fantasmes sur l'Europe de l'Ouest n'ont aucun sens. Il n'y a pas d'Europe de l'Ouest sans une Allemagne qui s'arrime exclusivement à l'Ouest. Et on redécouvre une vieille vérité, qui est que l'Europe de l'Ouest, ça n'existe pas. Comme je le disais tout à l'heure, l'Europe de l'Ouest est une invention en réponse au rideau de fer. Deuxième évidence en forme d'inquiétude. Jusqu'à présent, le pouvoir soviétique momifié n'a jamais réouvert la question allemande. C'est-à-dire n'a jamais offert aux Allemands un peu plus de réunification, je ne dis pas la réunification, je dis un peu plus d'unification des sociétés contre un peu plus de neutralisation. Quand on voit l'intelligence du pouvoir soviétique, je l'ai dit tout à l'heure, la manière dont il a su retourner la position stratégique de l'URSS, avoir cette finesse qui consiste à céder sur l'accessoire pour gagner sur l'essentiel, on se dit qu'on a en face de nous la première direction soviétique qui est capable d'ouvrir la question allemande. Et le jour où une direction soviétique ouvre la question allemande,
c'est, comme on le dit en français, la boîte de Pandore qui est ouverte. C'est la boîte de Pandore car il n'y a plus de stratégie européenne, c'est fini. Car jamais les soviétiques n'ouvriront la question allemande en demandant aux Allemands de renoncer à la démocratie ou de renoncer à l'économie de marché. Ils voudront simplement la neutraliser stratégiquement. Et ils lui demanderont d'autant moins de renoncer à l'économie de marché qu'à long terme, l'Union soviétique a besoin d'une Allemagne prospère qui lui serve de poumon. Et ceci m'amène, dans les scénarios d'évolution de l'Europe, à mon premier scénario chimiquement pur, qui est celui d'une relative finlandisation et que j'appelle l'Europe Hong Kong. Qu'est-ce que la finlandisation? La finlandisation, c'est l'existence d'un pays démocratique, d'économie de marché, mais qui n'a plus d'existence stratégique, qui n'a plus de réalité stratégique, parce que sa politique extérieure est dominée par l'ombre portée de l'Union soviétique. Toute la stratégie soviétique, par une pression diffuse, permanente, constante dans le temps, jamais accentuée à un moment ou à un autre, mais qui ne se relâche jamais, et qui bute donc sur notre côté vibrionnaire de société chaude, toute la stratégie soviétique est d'aboutir à cette finlandisation. Cette finlandisation se joue sur l'Allemagne. Si l'Allemagne est entraînée vers une dérive qui fait d'elle une espèce d'immense Hong Kong vis-à-vis de l'Union soviétique, et ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le plan stratégique, ne fait que renforcer le raisonnement, mais sur le plan démographique aussi. Une Allemagne qui aura 38 millions d'habitants, qui sera vieillie, qui sera anémiée, sera une Allemagne beaucoup plus à même d'être finlandisée. Sur le plan économique, qui consiste à dire que les sociétés du nord de l'Europe auront plus de difficultés que les sociétés du sud de l'Europe, fait que là aussi l'Allemagne ne risque pas d'avoir le ressort de résister à cette tentation d'une relative neutralisation. De sorte qu'aujourd'hui, le scénario le plus probable, dès lors qu'on voit comment l'histoire s'est accélérée depuis 15 ans, l'histoire stratégique, la différence entre les années 65 et les années 85, c'est celui d'une évolution vers une Europe Hong Kong, car si l'Allemagne se Hong conquise, le reste de l'Europe le fera évidemment aussi. Alors, il existe évidemment deux autres scénarios. Premier scénario qui suppose que le postulat précédent sur la permanence, la stabilité, la constance de la pression soviétique ne soit pas vérifié. Premier scénario à l'est du nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a deux manières de voir apparaître du nouveau à l'est. Soit une libéralisation, soit un durcissement. Les effets de la libéralisation, et là je ne parle pas en termes de probabilité, j'émets une hypothèse, on pourra parler de probabilité après. Les effets de la libéralisation sont évidemment une baisse de la pression impérialiste. Il y a un lien très clair, un pays en voie de libéralisation est un pays de moins en moins impérialiste, c'est une réalité historique classique. Donc s'il y a une vraie libéralisation en URSS, il y aura baisse de la pression et donc baisse de la tendance à la finlandisation. A l'inverse, s'il y a un vrai durcissement en URSS, un durcissement avec une répression brutale, parce que le vrai mystère soviétique, c'est que cette société, ce système politique maladroit, aux doigts gourds, est fait de formidables progrès en termes de répression. En 1956, il réprimait avec ses propres tanks et en tirant des coups de feu. En 1968, il réprimait avec ses propres tanks sans tirer des coups de feu. Et en 1980, il réprimait sans ses propres tanks, avec à peine les tanks du pays réprimés, sans tirer de coups de feu et en mettant que 2000 types en prison. C'est une sophistication dans la maîtrise des sociétés civiles terrifiante. Le seul frein à cette évolution, ce serait si il advenait à l'Est des événements tels qu'il apparaisse à nouveau des répressions sanglantes, telles que celles qu'on a perçues dans les années 1950, à ce moment-là, il est probable, surtout si ceci arrivait en Allemagne de l'Est, que la dérive à la finlandisation, en particulier d'Allemagne de l'Ouest, serait stoppée. Alors, il y a là un scénario possible. Pourquoi ai-je tendance à penser qu'il est moins probable que le scénario de l'Europe-Hong Kong? Au fond, il y a sur l'Union soviétique deux visions. Il y a la vision Zinoviev ou la vision Solzhenitsyn. La vision Solzhenitsyn, nous la connaissons tous. Une parenthèse a été ouverte en 1917 et la vieille âme russe prendra le pas et cette parenthèse sera un jour refermée.
La vision Zinoviev est tout autre. C'est de démontrer qu'un nouvel homme a été créé, l'Homo soviéticus, un nouveau type de société, et qu'on retrouve, je le disais tout à l'heure, les vieilles sociétés froides des préceptes anthropologiques, c'est-à-dire des sociétés sans régulation, totalement stables, totalement immobiles. De ce point de vue, les événements récents et le gorbatchevisme seraient plutôt une démonstration de la zinovievisation de la société soviétique. Car au fond, qu'est-ce que le gorbatchevisme? C'est des concessions ou des remises en cause sur les détails pour préserver l'essentiel du fonctionnement de la société, dès lors qu'on ne sait pas comment faire bouger cette société. Les soviétiques doivent regarder avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Chine. Ils voient que lorsqu'on ouvre la boîte, on ne peut plus la contrôler et qu'on ne sait plus exactement ce qui se passe. Or, les Chinois sont exceptionnellement fins. Probablement les gens les plus à même de vivre la réintroduction du marché, culturellement, ce n'est pas tout à fait le cas de la vieille Russie. De sorte que, moi, mon pari est de dire que l'hypothèse Zinoviev me paraît plus probable que l'hypothèse Solzhenitsyn. Et que si l'hypothèse Zinoviev est plus probable, le scénario de l'Europe-Hong Kong a plus de plausibilité que le scénario du nouveau à l'Est. Alors reste un troisième scénario, mais celui-ci c'est un rêve éveillé, c'est celui où l'Europe existerait. L'Europe a essayé de se faire sur la trinité, l'économie se fait, puis commande le politique qui se fait, puis commande la défense qui se fait. Où en sommes-nous de ce vieux rêve du traité de Messine? Nulle part. L'économie ne s'est pas faite, le politique préserve des apparences, et la défense s'envisage dans les cénacles, mais en rien sur le terrain ou dans les états-majors. La seule Europe qui pourrait se faire serait une Europe qui inverserait les choses, c'est-à-dire une Europe où la défense précéderait le politique, qui précéderait lui-même l'économique. Or, de ce point de vue, en matière de défense, l'accessoire est possible et l'essentiel est impossible. L'accessoire, c'est une relative coordination au niveau des armements. C'est un relatif rapprochement des armées conventionnelles. C'est éventuellement un droit de consultation des Allemands sur l'usage de la force nucléaire tactique française. Mais il reste qu'en matière de défense, il y a un point et une équation non résolue. Il ne peut y avoir de défense européenne que si les Allemands sont associés à leur propre défense nucléaire, et l'Allemagne est interdite de toute détention d'armes nucléaires. Et l'Allemagne ne peut pas tolérer d'être défendue par une force nucléaire automatique qui n'est pas la sienne. Si aujourd'hui le gouvernement français disait « ma ligne de défense est non pas le Rhin mais l'Elbe, et je suis prêt à engager mes forces nucléaires stratégiques le jour où l'Elbe est franchie », les Français ne le croiraient pas. Ils ne seraient pas prêts à voir vitrifier la France pour Duisbourg ou même je ne sais trop quel village de l'Elbe, mais les Allemands ne le voudraient pas. Les Allemands ne le voudraient pas et ils auraient bien raison, car on ne peut pas accepter son propre risque nucléaire sans avoir la moindre responsabilité sur l'engagement de la force nucléaire. Or, l'Allemagne est interdite à tout jamais de nucléaire. Et ce n'est pas demain que la défense spatiale sera tellement avancée qu'elle permettrait de contourner l'impossibilité nucléaire de l'Allemagne en l'associant à une défense spatiale qui serait devenue plus essentielle que la défense nucléaire. De sorte qu'aujourd'hui, en matière de défense, il n'y a plus rien à faire qu'un pari de type du pari de Pascal. Vous connaissez le pari de Pascal, faisons comme si nous avons la foi. Si Dieu existe, tant mieux, et si Dieu n'existe pas, on n'aura rien perdu. Alors en matière de stratégie européenne, il n'y a pas d'autre chose qu'un pari de Pascal. Faisons comme si l'Europe était possible, si Dieu existe, l'Europe existera peut-être, et dans ce cas-là, tant mieux, et sinon nous n'aurons rien perdu. Voilà la seule ligne de force, me semble-t-il, à laquelle on puisse se rallier. Mais il est vrai que les paris ne sont pas les stratégies les plus motivantes.
Allora, l'argomento mi sembra molto interessante e quindi è suscettibile di discussione. Vorrei chiedere a alcuni di voi se vogliono intervenire, a porre anche domande. Est-ce qu'il y a une différence en parlant avec les économistes italiens, avec des banquiers, une différence par rapport à ce que vous venez de dire? Les économistes italiens et les entrepreneurs et les banquiers n'attribuent pas cette puissance à l'Union soviétique. Alors je vous dis par exemple, ils disent les aéromissiles sont vides, ils ne sont pas tous pleins. Ce n'est pas vrai que l'Union soviétique a ces armements. Et elle a toute une série d'armements qui sont dans le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, ou même encore de la Première. Déjà à Venise, au mois de juin, il y avait eu Glucksmann qui était intervenu à propos d'un congrès que nous avions fait qui s'appelait Mitteleurope, justement. Oui. Et évidemment, votre position a des différences par rapport à celle de Glucksmann. Même s'il envisage, une défense, non, comme, même sur l'essentiel, comme fondamental. Tandis que vous dites que la défense sur l'essentiel est plutôt exclue. Malheureusement. Malheureusement, oui. Mais il y avait, même dans la position de Glucksmann, cette vision de l'Union soviétique. Alors, est-ce que ça ne rentre pas dans la considération politique française de se créer, de regarder de manière spéculaire l'Union soviétique et de proposer un message à l'Europe à partir de cette spécularité? Je dis ça de manière très rapide et très banale, mais je pense que c'est juste pour toucher des questions. Attendez, il y a deux aspects. Oui. Il y a la réaction française et il y a le problème de fond. La réaction française n'est pas tout à fait celle-là. La vieille tradition historique française n'est pas du tout la tradition de l'antisoviétisme. C'est la tradition d'une alliance de revers avec la Russie. Bien sûr, bien sûr. Et cette tradition, vous la retrouvez à gauche, chez quelqu'un comme Régis Debray, oui, ou chez Chevènement. Vous la retrouvez à l'extrême droite, chez quelqu'un comme Alain Benoît, ou chez les gens les plus à droite et les plus maurassiens. C'est la vieille culture de qui est Angers, de Maurras. Donc, de ce point de vue, et d'une certaine manière, le général de Gaulle était l'héritier de cette culture maurassienne. Donc, souvent en France, le jugement sur la force de l'Union soviétique conduit plutôt à négocier qu'à s'opposer. Oui. Ce qui est différent de mon point de vue, qui est hyper atlantiste. Bien sûr. Alors, sur le fond, je crois que sur le fond, c'est un faux problème. Je crois que c'est un faux problème de dire leurs armes marchent moins bien que prévu. Finalement, tout ça, le jour où ils attaqueront, on s'apercevra que ce sont qui manquent 3 roues sur 4 à leur char. Pourquoi je crois que c'est un faux problème? Parce que, en matière stratégique, ce qui compte, c'est l'échange des perceptions entre les deux sociétés. C'est pas la réalité des forces. Or, quel est l'échange des perceptions? D'un côté, les soviétiques savent très bien que les Américains n'engageront pas leurs forces nucléaires pour défendre l'Europe, et ils savent très bien que les Français n'engageront leurs forces stratégiques que le jour où le territoire français sera envahi. Et encore, ce n'est pas totalement sûr. En revanche, de l'autre côté, ce que l'on peut penser,
c'est que toute cette pression soviétique qui vise à conquérir sans faire la guerre, hein. Il est clair que les soviétiques sont très pacifistes, mais qui n'ont qu'une vision et qui ont une vision extraordinairement pacifique de leur conquête. C'est d'arriver à nous faire céder sans bouger. De l'autre côté, et sans la guerre, bien évidemment, toujours sans la guerre, mais c'est le maintien de cette pression, de sorte que le flou sur la qualité ou la non-qualité des arsenaux n'empêche que la pression existe. Et elle existe en plus dans tous les registres du compartiment, même si leurs euromissiles sont vides, même si les SS-20 sont vides. Ils ont 50 000 chars. 50 000. Nous en avons 5 000. Bon. Je ne sais pas si je dis nous, les pays d'Europe occidentale. Je ne sais pas si nos 5 000 chars sont en état de marche, mais on peut quand même penser qu'il y en a quelques-uns parmi les 50 000 soviétiques qui sont en état de marche. La disproportion des forces est telle, et elle est assise sur cette espèce de profondeur stratégique, qui est le temps, et la fidélité, et la permanence de la stratégie soviétique. Depuis 1945, la stratégie soviétique n'a pas bougé d'un iota. C'est toujours la même chose. C'est par la pression aboutir à séparer l'Europe des États-Unis que, me semble-t-il, centrer le débat sur la technicité de l'arsenal soviétique n'a guère d'importance. Zinoviev, sì. Sì, sì. Allora, magari terminiamo questa prima parte. Alors, ce que je disais, c'est qu'il ne s'agit que d'une croyance. Alors, je vous dis, j'ai le sentiment, en parlant avec des banquiers, des hommes politiques, surtout des entrepreneurs, qu'en Italie, des artistes, etc., qu'en Italie, on ne croit plus, si jamais on avait cru, à la stratégie soviétique. Écoutez, je vous dirais d'abord que les industriels, et comme je suis industriel, je le dis d'autant plus volontiers, les industriels en matière stratégique ont la vision de leurs intérêts. Oui. Et que depuis le vieux propos de Lénine sur les capitalistes qui fabriquent la corde par laquelle ils seront pendus, nous passons tous notre temps à n'avoir qu'une envie, nous tous, et c'est normal, je veux dire, c'est la logique du marché, que de vendre à l'Union soviétique. Et donc, pour vendre avec bonne conscience à l'Union soviétique, il faut que nous nous disions qu'elle n'est pas trop forte. Vous savez, pour un industriel, vendre à l'Union soviétique, c'est formidable, il paye rubis sur l'ongle. Et pour un banquier, prêter à l'Union soviétique, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'ils prennent des taux assez élevés, ils sont sûrs d'être remboursés, et il n'y a aucun risque. Donc, je me méfie toujours, appartenant à la corporation pendant les jours de la semaine, je me méfie toujours des réactions des industriels et des banquiers dès qu'il s'agit d'analyser les rapports Est-Ouest. Alors, quant à l'absence de crédibilité de l'Union soviétique... Voilà, dans les médias, par exemple. Non, mais la déconsidération de la société soviétique, son extrême incapacité à se développer, la disparition relative du marxisme comme étalon de valeur, tout ça ne doit pas nous empêcher de voir que nous avons affaire à une puissance classiquement impérialiste, dans laquelle la dimension idéologique se mêle tout à fait avec la vieille stratégie russe, telle qu'elle a toujours existé. Et puis, je dirais, en matière stratégique, il ne faut jamais prendre de risques. C'était un petit peu l'équivalent du pari de Pascal. Alors, faisons comme si les soviétiques sont dangereux. S'ils sont dangereux, bon, on a à peu près intégré ce facteur. S'ils ne sont pas dangereux, quelle importance? Mais est-ce que ce n'est pas une fiction française que les soviétiques sont dangereux? Parce que Zinoviev, vous avez... Oh, Zinoviev, il a beaucoup changé d'avis. Hein. Oui, c'est ça. Oh, Zinoviev est venu ici récemment, il a changé beaucoup d'avis. Oui, quand je me référais à Zinoviev, voilà. Je me référais avant le Zinoviev qui est en train de redécouvrir les vertus de Stakhanov. C'est ça. Oui. Il y a 2 ans. Oui. Non, c'était le Zinoviev des grands livres, le Zinoviev de l'avenir radieux et des hauteurs béantes. Non, c'est pas cette espèce d'intellectuel maintenant en service commandé. Alors, écoutez, vous dites que c'est typiquement français. D'abord, je ne crois pas que ce soit typiquement français. Et Maximov aussi est venu récemment, il y a une semaine. Mais ce que vous dites est terrifiant. Oui. Si les dissidents ne croient plus à la puissance de l'Union soviétique, alors qui va nous faire croire à la puissance de l'Union soviétique? Ils ne croient plus affreux, la France.
Hein? Non, mais non. Il ne croit plus au saint peuple russe, à la grandeur du saint peuple russe. Il ne croit plus à la grandeur du saint peuple russe. Ils disent aussi que peut-être il n'y a plus ce peuple. Oui, non, mais ça, parce que ce sont des esprits éthérés. Il n'y a plus de peuple russe, mais il y a une armée russe. Par exemple, écoutez, quand on dit que l'armée russe... Maximov croit la différence maintenant entre Gorbatchev et Maximov est là, que Maximov croit à la transformation de Gorbatchev. Et Zinoviev dit que c'est une transformation évidemment où l'Union soviétique a échoué d'avance. Mais il introduit, les deux introduisent par deux biais différents l'espoir. Mais est-ce que moi, ce qui me frappe, vous dites en plus que mon réflexe est très français. Oui. Non, ça m'étonne alors beaucoup parce que d'abord vous étiez autrefois, puisqu'on donne un petit ton polémique pour donner de la vie au débat. L'Italie était autrefois, et c'était son mérite, le pays le plus atlantiste de la classe. Hein, alors, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que l'Italie soit moins atlantiste. C'est-à-dire que si elle rejoint la France dans notre absence d'atlantisme, c'est très très embêtant. Parce que nous ne sommes pas... Nous sommes... Vous savez, la stratégie française, enfin aujourd'hui, d'ailleurs ce qui s'est passé politiquement en France est tout à fait incroyable. Depuis une semaine, le point sur lequel tout le monde est d'accord, voilà, c'est la défense. Alors là, il n'y a aucun problème. Alors, sur quoi sommes-nous d'accord, nous, Français? Nous sommes d'accord sur une conception totalement consensuelle de l'utilisation de l'arme nucléaire. L'ennui, c'est que quand les consensus de défense se forment, ils mettent 20 ans à se former. Et donc, ils correspondent à l'état de l'art d'il y a 20 ans. Et donc, le consensus en France est sur l'usage de l'arme nucléaire tel que l'arme nucléaire pouvait exister et se présenter il y a de ça 20 ans. Bon. Or, de ce point de vue, notre consensus, qui est du gaullisme primaire et archaïque, ne correspond plus du tout aux réalités. Je crois que la seule vraie stratégie pour les pays européens aurait été d'entrer ensemble dans l'IDS. Et non pas comme nous l'avons tous fait, ensemble dans l'IDS, dans la guerre des étoiles, dans le programme américain, et non pas comme nous l'avons tous fait, c'est-à-dire de manière honteuse. Oui. Les gouvernements ne sont pas entrés, mais ils ont laissé entrer leurs entreprises. C'est absurde. L'Italie est hyper atlantiste, mais je vais vous expliquer après. Alors, prego. C'est ça. Mon dernier né, comme vous dites. Non, oui. La deuxième, je me réfère à la question des retraites que Mme Anthony c'est-à-dire, vous dites que les retraites, dans 15 ans, auront besoin d'une cotisation de 60%. Alors, non, 60% supérieur à la cotisation actuelle. Exactement. Alors, étant donné que plus ou moins le problème est le même en Italie, je voudrais savoir si moi, je suis retraitée, j'aurai une retraite, et qu'est-ce qu'on va faire pour en arriver à la résolution du problème? Ça va se passer de manière, vous savez, à mon avis, alors d'abord sur les retraites, hein, avant de revenir à l'Europe. La réaction aujourd'hui de défense face à l'État dans tous les pays, le refus d'un certain montant de prélèvement fait que ce n'est pas le système antérieur tel qu'il fonctionnait qui répondra à ce problème, puisqu'on ne pourra pas prélever davantage pour répartir ce que l'évolution démographique exigera. Donc, ce qui va se passer, c'est que les gens vont épargner à nouveau, à travers des systèmes d'assurance retraite qui bénéficieront d'ailleurs d'exonération fiscale. Cela dit, ça change la nature du prélèvement. Ça n'est plus un prélèvement obligatoire, c'est un prélèvement spontané et délibéré. Mais, non, ça ne sera plus nécessairement l'État, mais la ponction sur le système économique sera la même. Et en particulier, la baisse de la consommation. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la même chose en Italie, mais en France, toutes les compagnies d'assurance lancent maintenant des contrats d'assurance retraite qui ont un succès formidable. C'est-à-dire les gens commencent maintenant à ne renouveler plus tard leur voiture pour souscrire une assurance retraite. Donc le prélèvement sur le système économique se fera. Et ce prélèvement ne peut que nous alourdir. Alors vous dites, si l'Europe se fait, nous serons sauvés. Attendez, d'abord il ne faut pas dramatiser. Hein. Oui, non mais
oui, mais il doit y avoir un deuxième membre de phrase. Bon. Non, mais d'abord, sur le sauver. Vous savez, la finlandisation, les Finlandais ne trouvent pas ça dramatique. Moi, j'ai reçu une protestation officielle après mon bouquin du gouvernement de Finlande, qui est une lettre très intéressante de 4 pages, où il m'explique que, premièrement, ils ont choisi librement leur gouvernement, c'est vrai. Deuxièmement, que leur économie marche aussi bien que la nôtre, c'est vrai. Et troisièmement, que l'Union soviétique est une grande amie. Et que donc, on ne peut pas dire ce que je dis. Bon, alors, tout est dit, là. C'est-à-dire que la finlandisation, c'est finalement très douillet et très confortable. Hein. On gagne bien pas mal sa vie, on produit plutôt bien, il y a des industriels et des banquiers pour vendre à l'Union soviétique qui ne produit elle pas mieux ou ne produira pas mieux. Donc, tout va bien. Simplement, en termes historiques, non mais c'est vrai, c'est pas dramatique au niveau des individus, ça consiste simplement à dire l'Europe n'est plus un sujet de l'histoire, il est devenu un objet de l'histoire. Mais ça aussi, c'est normal. Dans l'histoire, il y a une longue transition qui fait que vous êtes d'abord un sujet et que vous terminez en objet. Bon, ben c'est comme ça. Est-ce que... je vais préciser alors la question. Est-ce que l'Europe doit encore se définir comme à l'époque des Lumières, de Napoléon, etc., par rapport à l'Union soviétique? Donc, que ce soit de manière spéculaire, que ce soit en amitié, que ce soit donc en opposition ou non opposition à l'Union soviétique, c'est secondaire. Mais est-ce que l'Europe, qui est en train de naître, doit se définir par rapport à l'Union soviétique ou elle se définit autrement comme il peut être? Donc, il ne faut pas voir les banquiers, c'est toute une société italienne qui est tout à fait différente. Et c'est sur cette non-croyance, c'est-à-dire que pourquoi ce débat, non, que même Glucksmann a essayé d'introduire en Italie, et vous autrement, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Pourquoi ce débat est reconnu quand même comme français?